bonsoir à tous. Alors en effet, pourquoi faire des réunions publiques sur la question du centenaire de la Révolution russe? D'abord pour cultiver notre différence, continuer à aller un peu à contre-courant au niveau de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas dans la classe politique et les organisations, y compris celle du mouvement ouvrier. Et cultiver nos différences, c'est peu dire, parce qu'en réalité, le centenaire de la Révolution russe, d'un point de vue politique et médiatique, si on veut vraiment le résumer, ça a été un non-événement. Pour faire vite. En tous les cas, c'est sans commune mesure avec les funérailles de Johnny Hallyday, par exemple, si on veut faire des comparaisons immédiates avec l'actualité la plus récente. C'est pourtant un événement politique qui a structuré, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et qui a configuré un siècle politique en entier. Toute la vie politique au niveau international. Et 100 ans après, la première offensive idéologique contre la révolution russe, c'est de ne pas en parler. C'est, je dirais, la première attaque majeure qui est menée à l'occasion de ce centenaire. La deuxième façon un peu sournoise de s'attaquer à la révolution russe, c'est quand on en parle, quand on s'accorde enfin à en parler, on s'arroge pour que ça ne nous parle pas, à nous. C'est-à-dire à traiter l'événement pour faire en sorte qu'on ait bien compris qu'il s'agit d'histoire, et d'une histoire d'il y a longtemps, très longtemps, une histoire lointaine, noir et blanc. Si ça peut être encore plus noir et blanc que noir et blanc, ce sera encore plus noir et blanc que noir et blanc. Histoire de bien nous faire comprendre qu'il ne peut pas y avoir de filiation possible. C'est un siècle passé, si ça pouvait être même 3-4 siècles avant, ce serait encore mieux. Et d'ailleurs, il y a un petit épisode, c'est une anecdote, il y a un site qui s'est amusé à colorer des images d'archives, puisqu'il y a quand même quelques images d'archives qui existent, des vidéos, et c'est tout à fait troublant. Enfin, moi, ça m'a tout à fait troublé. Vous allez voir s'animer pendant quelques minutes ceux et celles qui, à Pétrograd en 1917, se sont dressés pour mettre fin à la guerre, à la famine, au tsarisme. Et c'est tout à fait troublant parce qu'en couleur, c'est peut-être con ce que je vais vous dire, mais ça nous parle beaucoup plus. On a l'impression que c'est beaucoup plus près que nous que quand c'est en noir et blanc. On a l'impression de voir des semblables, c'est-à-dire des gens comme nous, qui, motivés pour leurs propres raisons, ont simplement décidé de se débarrasser de l'injustice. Donc finalement, il y a une histoire qui peut nous parler. Et puis enfin, il y a quand même l'offensive majeure, qui consiste à faire en sorte que, quand on est poussé dans ces retranchements du côté de la bien-pensance et qu'on est un peu obligé quand même de traiter de l'événement, on parle de la révolution russe de 1917, mais en faisant en sorte qu'on en parle le plus mal possible. C'est d'ailleurs un grand paradoxe, puisqu'on n'arrête pas de nous expliquer que la révolution russe, c'est has-been, c'est mort, c'est enterré, c'est noir et blanc. Il y a plein de toiles d'araignée sous les aisselles, c'est fini, il ne faut plus en parler. Et en même temps, quel acharnement quand on en parle, à essayer d'enterrer encore un petit peu plus profond, si c'était possible, ce soi-disant cadavre qu'est la révolution d'octobre 1917. C'est quand même un grand paradoxe, cette espèce d'acharnement pas franchement thérapeutique qui consiste à enterrer encore plus profond et finalement organiser d'un point de vue idéologique ce que j'appelle moi la deuxième mort de la révolution russe. La révolution russe, on le sait, elle était morte une première fois au cours des années 20, victime d'une contre-révolution totalitaire, d'un thermidor, comme il y a eu pour la Révolution française en 1794. Ce thermidor qui avait mis fin aux espoirs égalitaires des sans-culottes, qui avait préparé l'avènement d'un empereur Napoléon Bonaparte. Il y a eu la même chose à l'occasion de la Révolution russe, toute proportion gardée, un thermidor stalinien qui a fait venir un empereur rouge, Staline, qui est l'équivalent pour la Révolution russe de ce qu'a été Bonaparte pour la Révolution française. Il y a eu une rupture. On l'a étouffé, la Révolution russe, dans les années 20. On l'a momifié, on l'a sanctuarisé et on l'a envoyé dans un mausolée. Ça, c'est sa première mort. La deuxième mort, c'est celle à laquelle s'attelle la classe dominante depuis notamment une vingtaine d'années, depuis notamment la parution d'un livre, pour ceux qui s'en souviennent, qui avait fait grand bruit à l'occasion du 80e anniversaire, qui s'appelait Le Livre Noir du communisme, préfacé par Stéphane Courtois, où là, on a commencé à organiser, c'est toujours d'actualité, ce qu'on pourrait appeler le procès de l'idée qui tue. Le procès en hérédité, c'est-à-dire que ce qui intéresse ces historiens tout à fait pro-capitalistes, finalement, c'est pas tant le système carcéral, le système totalitaire, le système stalinien, les goulags, que d'après eux, le vice caché. C'est-à-dire octobre 1917. Et nous dit le Figaro, parce que j'imagine que comme moi, vous perdez un peu votre temps à lire le dossier du Figaro sur la révolution russe, Lénine comme grand inventeur du totalitarisme du XXe siècle. Lénine, pas les autres, c'est Lénine. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a établi une équation dans les consciences populaires qui consiste à remonter Staline à Lénine et Lénine à Marx. Parce qu'il y avait, d'après eux, du Lénine en Staline, il y avait du Marx en Lénine. Donc, le problème, c'est Marx. Et on a même une grande offensive. Alors, il y a des offensives carrément caricaturales, presque risibles,
on va dire un peu brutes de décoffrage, type par exemple des hebdomadaires, dont je ne vais pas citer le nom parce qu'on ne va pas leur faire de la publicité, mais pour vous donner une idée, genre Valeurs du passé, si vous situez un petit peu, qui ont quand même placardé des grandes affiches il y a quelques mois, dont le titre était « Pourquoi la France ?» d'aujourd'hui, hein. Pourquoi la France est un pays communiste? Je parle de la France d'aujourd'hui, nous on nous traite d'anachronique, il y en a qui, en 2017, se posent le problème de savoir pourquoi la France d'aujourd'hui est toujours un pays communiste, si tant est qu'il ne l'a jamais été. Un titre qui a directement inspiré le responsable du MEDEF, M. Gattaz, dont on connaît le sens de l'humour légendaire, et qui un matin où il avait avalé un clown en arrivant en Chine, a dit « Je viens tout droit du dernier pays communiste au monde, c'est-à-dire la France. » Bonne blagounette. Donc ça c'est caricatural, on sent qu'il n'y a plus de sens, il n'y a plus de signification, plus rien n'a de valeur, soit. Il y a une façon plus pernicieuse, celle qui, même du côté de la gauche, on va l'appeler comme ça, un peu modérée, va dire il y a quand même un petit problème du côté de chez Marx, et qui relève des idéologies tout à fait à droite. D'historiens, parce qu'eux aussi on va les appeler comme ça, a priori, puisque c'est leur métier. Par exemple, M. Volton, qui a dit, ou plutôt qui a d'ailleurs écrit, puisqu'il a quand même pris le temps de l'écrire, la chose suivante: le communisme a abêti les gens. C'est un système d'éradication culturelle. Je maintiens que le verre était dans le fruit de l'idéologie elle-même. Jusque-là, normal. Rien que du classique dans la logorée anticommuniste, on connaît. C'est la phrase suivante qui est intéressante. Je dis que la phrase du manifeste du Parti communiste de Marx et d'Engels, qui dit « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte de classe », est une phrase criminelle. Car si on ne peut pas directement impliquer leurs auteurs, ce serait quand même compliqué, hein, ils ont des alibis, à l'époque ils n'étaient pas là, c'est en leur nom qu'on a sacrifié des millions de personnes. Et là, ça devient tout à fait intéressant. Parce que vous voyez que dans l'équation politique établie aujourd'hui, vue d'en haut, on est en train de nous dire que qui pense, qui vit, qui agit, lutte de classe, est déjà donc, parce que c'est ça qu'on vous dit, suspecté de stalinisme. C'est à cette offensive politique qu'on est confronté. Donc l'intérêt d'y répondre, et de répondre simplement présent, contrairement quand même à beaucoup d'organisations du mouvement ouvrier, y compris dans la gauche radicale, c'est pas simplement tomber dans le panneau de nos détracteurs qui consisterait à mener la bataille du passé. Parce qu'en effet, si on faisait que mener la bataille du passé, on ferait une défense passéiste de la révolution russe. Et ça n'a pas d'intérêt. Parce que nous, les expériences révolutionnaires du passé, elles ne nous intéressent pas pour aller puiser des dogmes, des vérités toutes faites. On n'est pas sectaire, c'est pas le genre de la maison, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'assumer fièrement un héritage politique, une filiation politique, en cherchant à la conjuguer un maximum au présent, dans un contexte et dans une période qui a en effet énormément changé. Donc le but du jeu, c'est essayer en effet de voir en quoi on peut conjuguer au présent la révolution russe, c'est-à-dire essayer de mesurer à la fois l'actualité de la révolution et en même temps l'actualité de la contre-révolution. Parce que ce qui rend fascinant encore 100 ans après la révolution russe de 1917, c'est qu'elle est les deux à la fois. Elle est à la fois l'exemple même de ce qu'est une révolution, elle est en même temps le contre-exemple de ce que peut donner une révolution. L'exemple même de ce qu'est une révolution, parce qu'en termes d'échelle, d'espace et de temps, c'est une expérience inégalée dans l'histoire de l'humanité d'auto-organisation. Ce n'est pas simplement des dizaines de milliers de personnes, ce sont des centaines de milliers de personnes, peut-être même des millions de personnes. Il y a un livre de Mandel, par exemple, sur les archives, là présent sur la table, sur les archives des soviets de Pétrograd, parce que ce n'est pas simplement celui qu'on retient dans l'historiographie, dans les grands romans, y compris dans l'histoire militante du soviet des députés de Pétrograd. Non, c'est une constellation, c'est des centaines de soviets. Ce sont des millions de personnes, hommes et femmes, qui se sont organisés dans des conseils, puisque même soviet, aujourd'hui ça fait peur, mais soviet ça veut dire que conseil, dans des garnisons, dans des villes, dans des campagnes et dans les usines. Et dans l'échelle du temps et de l'espace, non seulement c'est inégalé, mais depuis, ça reste inégalé. Donc c'est l'exemple même, mais c'est en même temps le contre-exemple, parce que c'est malheureusement le cas d'école de l'expérience révolutionnaire qui termine mal. C'est malheureusement le cas d'école de la révolution trahie, qui fait que des espoirs extraordinaires ont abouti à des désillusions qui pèsent encore sur la situation politique française à l'heure où je vous parle. Peut-être que ça paraît lointain, mais pourtant, il y a un rapport quand on discute du discrédit de la question du projet de société alternatif à la question de la société capitaliste. Donc il faut chercher par les actualités de révolution et actualité de la contre-révolution. L'actualité de la révolution d'abord. D'abord et encore, parce qu'on me dit souvent, Olivier, t'es parano. C'est pas vrai, aujourd'hui, c'est reconnu que 1917 a été une vraie révolution et pas un coup d'État. Eh ben pardon, je dois être un peu parano.
Donc j'ai été jeter un œil dans les manuels d'histoire. Et bien dans les manuels d'histoire, pardon de le dire, mais c'est pas ça qui a raconté. Il y a un intitulé, c'est vrai, Révolution russe. Mais quand on regarde, c'est autre chose. On nous dit qu'en février, ça a commencé par une vraie révolution. Ok, c'est vrai. Ça a été des vrais gens qui ont manifesté, qui n'en pouvaient plus et qui ont été faire une révolution. Mais alors octobre, c'est autre chose. Octobre, c'est le coup d'État fomenté par les bolcheviks. Et là commencent les pratiques totalitaires. Or, si les mots ont un sens, s'il y a bien un événement dans l'histoire qui résume la complexité d'un processus révolutionnaire, c'est bien l'année 1917 en Russie. Si les mots ont un sens, s'il y a bien un pays dans le monde et une année dans l'histoire qui résume, je dis bien, la complexité d'un processus révolutionnaire, c'est bien 1917, février et octobre inclus. Et je parle de complexité à dessein. Parce que pour nous, la révolution, et c'est en ça que c'est toujours d'actualité, c'est pas simplement l'événement d'un jour, c'est pas simplement l'événement d'un soir, même d'un grand soir. C'est un processus politique, avec des hauts et des bas. Et c'est ça qui s'est passé en 1917. Donc il n'y a pas plus révolution que 1917, avant, pendant et après. Avant, parce qu'on a un État qui est en pleine décomposition, qui explose du fait de la participation, comme vous le savez, du système tsariste dans la Première Guerre mondiale, dont on oublie quand même les atrocités. C'était vrai pour tous les pays. En Russie, pour vous donner un seul exemple, les soldats russes qu'on envoyait au front, on les envoyait par groupe de 2, avec un seul fusil. Et vous avez compris pourquoi. Le premier, il a le fusil, et le deuxième, il attend que le premier crève pour prendre le fusil. Donc on comprend mieux pourquoi, à un moment donné, il y a cette révolte, cette volonté populaire d'en finir avec cette première boucherie. Il n'y a pas plus révolution que l'année 1917 en elle-même, pendant l'année 1917. Parce que c'est extraordinaire, quand vous écoutez aujourd'hui des historiens, ça bégaye, ça dribble, comme au foot. On passe de février à octobre, on ne sait pas ce qui se passe entre deux. Mais il s'est passé 10 000 trucs entre les deux. Il n'y a pas eu un grand trou noir. Il y a eu 10 000 trucs qui font que des millions de personnes, et ça c'est typique même de ce qu'on peut connaître dans certaines mobilisations sociales, il y a des millions de personnes qui ont appris en une journée ce que d'ordinaire on apprend au cours d'une vie tout entière, qui se sont politisés du fait de leur victoire et de leur défaite. Ça a été un vrai processus, où les masses populaires ont été les premières à s'impatienter. Elles ne sont pas d'abord arrivées idéologiquement dans l'idée, tiens, on attend Lénine, et puis on attend que les soviets prennent le pouvoir. Évidemment que ça ne s'est pas passé comme ça. En février, il y a des millions de personnes qui voulaient des choses simples. La paix, le pain, la terre, la journée des 8 heures. Qui ont appris à s'organiser d'elles-mêmes parce qu'elles avaient des réflexes acquis de la révolution de 1905, qui avait été une première expérience, une sorte de répétition générale, mais qui avaient encore un minimum confiance dans ce gouvernement transitoire, comme on l'appelle, issu de la Douma. Et puis là, ça va vous parler, parce que ça en général c'est toujours d'actualité, très rapidement les masques sont tombés. Et quand les masques sont tombés, c'est-à-dire quand le gouvernement a fait preuve que non seulement il ne voulait pas faire ça, mais qu'il voulait faire le contraire, les masses se sont impatientés. Et se sont même impatientés beaucoup plus que les bolcheviks dans un premier temps. Ont été organisées des premières insurrections en juillet. Et le propre d'un processus révolutionnaire complexe, c'est que quand ça s'impatiente dans un camp, ça s'impatiente dans l'autre. Donc l'aristocratie aussi, elle s'est impatientée. Elle a tenté son coup d'État en août, et ça a planté. Et c'est ça qui a suscité de nouveau une réaction populaire. Bref, ça a été ce qu'on a fait, le processus. Alors nous, on a un jargon militant pour appeler ça la dualité de pouvoir, entre d'un côté les soviets et le gouvernement Kerensky. Mais il y a un historien qui s'appelle Marc Ferraud qui a une belle formule pour résumer cette dynamique de la dualité de pouvoir, qui disait en gros en 1917, on avait d'un côté un gouvernement, Kerensky, le gouvernement de la Douma, privé d'État, parce qu'il n'avait pas été en capacité de reconstituer l'État qui était toujours délité depuis le système tsariste. Et en face de lui, on avait un État en formation, l'État soviétique, fait par une constellation de soviets, mais qui était avant octobre privé de gouvernement. Et le second congrès des soviets en octobre, précisément, va régler la question gouvernementale. Donc c'est un processus, il n'y a pas plus révolution que 1917, y compris après, dans la vie quotidienne, tu as raison de le souligner, dans des circonstances absolument terribles, il y a la vie quotidienne de millions de personnes qui ont concrètement changé, contrairement à ce qui se passe en général après des élections, y compris en France. Pour le droit des femmes, tu l'as dit, même si tout n'a pas été appliqué, dans le système éducatif, par exemple, c'est méconnu, mais pendant au moins 2-3 ans, on a eu un système éducatif d'autogestion absolument extraordinaire, où étaient associés au contenu pédagogique les enseignants, les élèves de plus de 12 ans, les habitants des quartiers et les soviets, et pas pour enseigner le marxisme, comme ça a été le cas par la suite, pour enseigner le savoir comme un esprit critique.
dans une multitude de domaines, dans l'art, dans la culture. Bref, il y a eu ce fameux souffle qu'on ne peut pas comprendre si on ne comprend pas qu'il y a eu cette portée internationale. Le congrès de Bakou en 1920, alors moi j'ai fait quelques saisons dans mon livre pour essayer de donner du point de vue des individus ce que ça peut donner le souffle d'une révolution. J'ai parlé par exemple d'un soldat français que j'ai mis un peu en scène de façon fictionnelle, mais c'est une histoire vraie. C'est un soldat français que rien ne prédestine à l'épopée bolchévique. Il est dans le contingent français depuis 1916, pendant la Première Guerre mondiale, pour lutter pour la France aux côtés de la Russie contre l'Allemagne. Lui, il est catholique pratiquant aussi. Il est de bonne famille. Et puis, quand fin 1918, l'état-major lui dit « On rentre en France », parce qu'à ce moment-là, l'état-major français, comme l'état-major des plus grandes puissances impérialistes, s'apprête à envoyer 200 000 soldats, on oublie de le dire, 200 000 soldats qui sont venus du monde entier pour mener la guerre mondiale à la révolution russe. Bah lui dit « Je suis pas d'accord. Moi, je crois à l'amitié entre nos deux peuples et je vais rester là. » Et il va rester à participer à l'internationale communiste jusqu'en 1931, sans rien renier de sa foi, puisque dès 1917, je vous laisse juge, il dira Lénine, d'un certain point de vue, est de l'âme de l'Église. Je vais parler aussi Nadia, par exemple, au congrès de Bakou, qui est une femme colonisée, et qui, dans son intervention authentique, retranscrite, va parler de féminisme, de colonialisme, et puis elle va parler aussi de la question du voile, déjà à l'époque, je vous laisse découvrir. Bref, il y a eu cette portée qui fait qu'il y a eu la révolution en Allemagne, et puis il y a des révolutions qui n'ont pas abouti malheureusement, mais il y a eu tout ça. Ça, je crois que dans nos rangs militants, on en est convaincus. Et puis ça c'est un peu au dehors. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi donc, alors que donc cette révolution russe n'intéresse plus personne, pourquoi donc 100 ans après, l'oligarchie s'entête à bien nous faire comprendre qu'il ne faut pas qu'on aille s'imaginer, de près ou de loin, que l'acteur principal de ce qui s'est passé en Russie en 1917, en février et en octobre, ait pu être le peuple, le prolétariat, les exploités, les opprimés, vous les appelez comme vous voulez. Pourquoi 100 ans après, ils s'obstinent à ça? Et évidemment, j'ai ma petite explication. C'est que pour l'oligarchie, hier comme aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, la politique est une affaire sérieuse. La politique est l'affaire de grands hommes. L'histoire est l'affaire de grandes dates. Que la politique ne peut pas être l'affaire de millions de mains besogneuses et anonymes. D'où toute l'actualité à tirer de cet événement-là, y compris pour la gauche radicale. Grand clin d'œil et grands appels de phare dans notre propre camp. S'il y a bien l'actualité à tirer de cette révolution-là, c'est bien qu'en 2017, à l'heure où je vous parle en France, c'est pas tant qu'on a besoin de grands hommes pour s'en sortir, de grands leaders et de futurs grands candidats aux prochaines élections, que d'irruption de centaines de millions de personnes sur la scène sociale et politique. Parce que cette irruption, elle n'a pas lieu, on va en crever. Hier comme aujourd'hui. Parce que la politique féconde, elle est là. Et c'est celle-là qui nous intéresse. C'est la formule tout à fait convaincante pour le coup de Trotsky, qui résume 1917, mais c'est vrai pour tous les processus révolutionnaires. Il dit c'est une révolution, c'est l'irruption des masses sur la scène où se décide son propre destin. Et ça a été ça. Et c'est ça l'actualité de la révolution. D'où l'actualité aussi de la contre-révolution qui est liée. Pourquoi? Parce que si vous avez réussi à foutre dans la tête des gens, dans la tête de millions de personnes aujourd'hui, que finalement le peuple n'est pour rien dans ce qui s'est passé en 1917 et notamment en octobre, de quoi voulez-vous par la suite que le peuple ait été dépossédé? Puisqu'on vous explique que depuis le début, le prolétariat, les gens d'en bas ne sont pour rien dans ce qui s'est passé en octobre 1917. De quoi voulez-vous par la suite que ce camp social-là ait été dépossédé? Quel type de capture antidémocratique pensez-vous qu'il ait pu s'opérer sur ce processus d'émancipation dont depuis le début, on vous dit qu'il n'est pas démocratique? Donc vous voyez, c'est 2 en 1 pour l'oligarchie et la bien-pensance aujourd'hui. On nous prive de continuer à trouver une filiation politique avec les révolutions du passé, et on nous prive en plus de nous pencher sur le cas d'exemple qui nous permettrait de réfléchir un peu à ce fléau toujours d'actualité, qui est le fléau du bureaucratisme et de la bureaucratie. Et il est toujours d'actualité, éminemment d'actualité. Donc pour nous, c'est nous priver des armes qui nous permettraient de comprendre et d'agir. Alors comprendre dans le cas de la révolution russe, ce que je vais dire n'est pas politiquement correct, mais je vais le dire quand même, dès qu'on revient sur les circonstances dans lesquelles les bolcheviks ont été amenés à remettre le pouvoir entre les mains des soviets, on nous dit « Oh là là, vous voulez leur trouver des excuses, vous voulez leur trouver des alibis, vous vous retranchez toujours derrière les circonstances tragiques. Mais s'il y en a eu des circonstances tragiques, on ne peut pas les dire. À partir du moment où ces circonstances
nous permettent de mieux comprendre l'avènement d'un phénomène bureaucratique. Pourquoi on se priverait d'en parler? Il est où le problème? De redire qu'en effet, il y a eu un contexte de guerre civile terrible, dont on sous-estime dans les manuels d'histoire le niveau de violence. Parce que bien avant les goulags, prenez simplement l'exemple de la terreur blanche qui a tué dans l'œuf la révolution voisine de la révolution russe, la révolution finlandaise, dès le mois de janvier 1918. Dès le mois de janvier 1918, ça a été des dizaines de milliers de morts. Ça a été les premiers camps de concentration. Ça a été autant de personnes emprisonnées. Ça a été le premier pogrom anti-juif dont il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour connaître l'équivalent disparu des manuels d'histoire. Et puis on oublie de dire que la réalité, c'est que les bolcheviks, ils n'étaient pas prêts à ça. Ils ont improvisé, les bolcheviks, la plupart du temps. Et c'était les premiers à l'admettre. Mais il faut se mettre à leur place. Ils se retrouvent confrontés à des choix historiques de dingue. De dingue. Et ils improvisent dans tous les domaines, militaires, politiques, économiques. D'où la fameuse scène, romancée ou pas, j'en sais rien, de Lénine, je vais vous parler en langage postal, je m'excuse, je vais parler que comme ça, qui, en J+1 de la commune de Paris, va danser dans la neige. C'est-à-dire quand le délai de la commune de Paris est passé, il va danser dans la neige. Et ils disent, on a tenu bon. Pourquoi? Parce que les bolcheviks, comme tous les militants du mouvement ouvrier à l'époque, ils ont eu une expérience révolutionnaire en tête. C'est celle de la commune de Paris. Et la commune de Paris, ça a duré 2 mois. Et à la fin, ça s'est mal terminé parce qu'on n'a pas su prendre la Banque de France, parce qu'on n'a pas été manifesté sur Versailles. Donc ils sont obsédés par ça, et c'est important de l'avoir en tête. Pourquoi? Parce que quand il y a le contexte de la guerre civile, il y a en effet cette armée rouge qui est dressée, et on comprend mieux pourquoi des dizaines de milliers de cadres du parti bolchevique vont connaître de la révolution russe, non pas février à Pétrograd, mais vont ne connaître de la révolution russe que l'expérience de la guerre civile. Et en revenant dans la vie civile à l'issue de cette guerre-là, vont garder ce qu'ils connaissent de leur vie militante, c'est-à-dire les pratiques hiérarchiques, violentes et militarisées. Et ils vont les garder dans la vie politique. Et quand on sait qu'après coup, il y a eu en plus la nouvelle politique économique qui a favorisé une couche sociale, on comprend mieux en effet comment un corps peut se séparer du restant de la Révolution et finir par en avoir la peau. Maintenant, tout n'est pas affaire de circonstances. Et pour reprendre l'expression d'un universitaire, nous, à NPA, on n'est pas des circonstancialistes. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des choix politiques qui sont à discuter. Non pas pour donner des leçons 100 ans après, non pas pour distribuer les bons et les mauvais points, ce serait prétentieux, ça n'aurait aucun intérêt, mais pour comprendre ce que ça peut signifier pour nous, aujourd'hui et pour demain, dans un projet de société autogérée qui reste à faire si on arrive à déglinguer, et je l'espère, cette satanée société capitaliste. C'est aborder ce que Victor Serge appelait le chapitre des erreurs. Et là, les bras m'en tombent. Il est où le problème d'aborder ça? C'est pas un sacrilège de parler du chapitre des erreurs des bolcheviks. Ça n'empêche pas de se solidariser de la révolution russe. Je ne comprends pas pourquoi, y compris parfois dans nos rangs, on tremble à cette idée-là. Comment on pourrait imaginer même d'être en deçà de ce que les révolutionnaires de l'époque discutaient? Parce que quand on est confronté à des choix historiques extraordinaires, évidemment que c'est logique de s'engueuler. Et les révolutionnaires à l'époque, ils s'engueulaient, puis méchamment, et c'est logique et cohérent. Et les premiers à s'engueuler, entre eux, c'était les bolcheviks. Le parti là, vous avez aussi un autre livre, je fais beaucoup de publicité, je m'excuse, mais le livre de Rabinovitch, qui va vous donner un autre aperçu de ce que peut être le parti bolchevique. Vous allez voir par exemple que de l'été jusqu'à octobre 1917, mais quel bordel dans le parti bolchevique! Lénine, le premier, il se retrouve minoritaire plus d'une fois au comité central. Et puis il n'est pas super discipliné, Lénine. Hein. Il se fait bananer au comité central, c'est pas grave. Il envoie sa résolution directement aux garnisons. C'est un grand bordel dans le parti bolchevique. Et nous, au NPA, évidemment, ça nous donne plein de raisons d'être optimistes pour aujourd'hui. Parce qu'on dit qu'il y a quand même des héritages qui traversent le temps et qui ne se perdent pas. On voudra aussi en avoir d'autres. Mais c'était ça. Lénine, le premier, c'est celui qui, en 1920, dit « le bureaucratisme est un monstre ». Sauf que l'analyse de Lénine, face à cette armée d'employés soviétiques, c'est l'idée que pour lui, c'est des vestiges du système tsariste. C'est des restes du passé. C'est ça son analyse. Et il imagine que le développement économique du socialisme, le développement des forces productives, va mécaniquement faire en sorte que ces restes du passé vont partir. Et là, on voit en effet qu'il n'a pas la mesure de ce qu'est en train de naître, y compris sous ses propres pieds. Rosa Luxembourg, une révolutionnaire, on ne va pas l'accuser d'être une contre-révolutionnaire, ou alors je ne comprends plus rien, qui de sa prison en Allemagne, avant de faire elle-même la révolution et d'en crever, qui était
enthousiasmée par ce que faisaient Lénine et Trotsky en disant ils ont osé. Elle avait des formules terribles sur les questions démocratiques. Pas d'ailleurs sur la dissolution de l'Assemblée constituante, que sur le fait de ne pas en avoir convoqué une nouvelle. Et avec cette formule dont nous parle Rosa, que l'histoire retiendra, en tous les cas que j'espère nous on retiendra, en disant la liberté c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Et que la liberté ne peut pas être attitrée aux membres d'un seul parti, aussi prestigieux soit-il, aussi massif soit-il, aussi représentatif soit-il. Et à quel point elle a raison. Et à quel point d'ailleurs plein de courants politiques ne sont pas attendus dans le souffle de la révolution russe pour en tirer des conséquences politiques élémentaires en termes de droits politiques, de droits démocratiques, de multipartisme au sein du système soviétique. Mais la question qui pose, et ça sera ma conclusion, c'est est-ce que ces droits politiques, dans un système qu'on pourrait imaginer, dont on pourrait discuter en termes d'autogestion, est-ce que ces droits démocratiques ne concernent que les membres des organisations politiques? Est-ce que ceux et celles qui ne sont pas membres d'organisations politiques, mais qui construisent concrètement le système autogéré, n'ont pas le droit, eux aussi, et elles aussi, à des droits politiques élémentaires? Et ça a été un sujet de brouille, notamment entre Victor Serge et Trotsky, notamment sur un passage. Et en général, quand j'en parle, il y a toujours des pupilles qui s'éteignent, parce que c'est un sujet un petit peu douloureux dans l'histoire du mouvement ouvrier, qui fait qu'en général, à un bar, normalement, entre un marxiste et un anarchiste, ça part très rapidement en vrille. C'est la révolte du soviet de Kronstadt. Et le problème, c'est pas de revenir sur l'histoire pour revenir sur l'histoire, ou le degré de violence qui a été utilisé. Victor Serge, qui aura fini par se solidariser, au final, malgré tout, des bolcheviks, parce qu'il disait « je préfère les bolcheviks plutôt que les blancs qui reprennent le pouvoir », il dira jusqu'au bout de sa vie, sur le fond, leurs revendications étaient légitimes. Et je crois qu'il avait raison. Je crois qu'il avait raison. Et la vraie question, c'est qu'à un moment donné, les bolcheviks ont refusé toute médiation qui était offerte par des Victor Serge, par des anarchistes qui étaient présents à ce moment-là, des Emma Goldman et d'autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir pourquoi ils l'ont fait ou pourquoi ils l'ont mal fait éventuellement. C'est ce qu'on ferait nous demain. Refuser ces médiations, ça veut dire refuser une idée politique stratégique. C'est refuser l'idée de la discordance au sein du système auto-organisé. Et ça, je crois que c'est un luxe qu'on ne peut pas se payer. On a le droit à la diversité entre les organisations autogérées. Pourquoi? Parce que quand on aura fait la révolution, on va la faire, cette révolution. Mais il ne faut pas imaginer une seule seconde que ça va être la fin des problèmes. Hein. Ça va être le début des gros problèmes. Ça ne sera pas la fin de la politique, ça sera le début de la politique. Le socialisme, ce n'est pas simplement la juste administration des choses. C'est pas, bah ça y est, on a fait les révolutions, mécaniquement, on s'est débarrassé du capitalisme, plus de problème. Non, il y aura 10 000 sujets à discuter. Il faudra inventer une société où probablement on décidera 80 à 90% des choses localement, là où on travaille et là où on vit. Mais comme on ne fait pas de démagogie, et que ce serait dangereux par ailleurs, on ne va pas tout décider localement. Il va falloir coordonner des choix, et il faudra pouvoir contrôler nos mandataires. Donc réfléchir à faire en sorte que ce corps ne se sépare pas. Donc il faudra discuter de tout ça. De la possibilité, mais inhérente, de ne pas être d'accord sur des grands sujets, surtout quand on parle de la question de la crise climatique, par exemple. D'où quelques invitations à discuter dans la grande famille politique de tous ceux qui se revendiquent du changement de société. Je dis bien tous ceux qui s'en revendiquent. Ça va de ceux qui pensent qu'il faut prendre les armes tout de suite, à ceux qui pensent qu'on passera par la grève générale insurrectionnelle, à ceux qui pensent peut-être que ça peut se passer par les élections même d'en haut. Si on arrive en situation, face à nous, il y a des gens qui ne vont pas se laisser faire. Et la question, c'est de savoir ce qu'on fait demain. Et demain, je crois qu'il y a deux questions un peu intangibles que nous impose la révolution russe. La première, c'est que, même si moi je suis un militant de parti, plus que jamais un militant de parti, je suis sûr que vous serez tous au NPA, bien entendu, à la fin de cette réunion, parce qu'on a besoin de mémoire et de constance, je pense qu'en première et en dernière instance, c'est le système autogéré qui doit s'emparer du pouvoir et qui doit partager le pouvoir entre tous et toutes. Qu'il ne doit pas y avoir de processus de substitution de la part des organisations politiques. Ça, c'est la première des conclusions. La deuxième des conclusions, et celle-là, c'est une invitation à débattre, y compris chez les marxistes libertaires, y compris chez les anarchistes, y compris chez les conseillistes, parce que c'est une question tout à fait dérangeante. C'est que l'autogestion n'est pas une réponse en soi à la contre-révolution totalitaire. Contrairement à ce que certains pensaient. L'autogestion en soi n'est pas le vaccin en soi au bureaucratisme, c'est pas vrai. Je vais prendre qu'un seul exemple. Marc Ferro, en parlant de 1917, explique que dès avril 1917, donc bien avant octobre, on a quasiment dans chaque quartier un conseil, où il y a 100 à 150 habitants qui se réunissent. Et puis ça aussi, ça va nous parler, parce qu'on connaît ça au quotidien,
pour des raisons de facilité, on va commencer à détacher 1, 2 ou 3 personnes pour régler les questions logistiques, administratives et les questions de logement. Et on va en faire des permanents. Il y a, dès avril 1917, le même processus dans les usines, où sur la base de leur temps de travail, on va déléguer des ouvriers pour assurer la sécurité des usines et faire la négociation permanente avec le patronat. Et d'après Ferraud, ce n'est pas 10 personnes en avril 1917, c'est des dizaines de milliers de personnes qui sont déjà employés soviétiques. Et qui, sans être forcément bolcheviques, vont voir d'un très bon œil que les soviets prennent le pouvoir en octobre, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Donc on est obligé de recomprendre pourquoi la bureaucratie est un phénomène social totalisant, qui a un phénomène de bureaucratisation par en haut, qu'on connaît, la substitution des organisations, l'étatisation plutôt que la socialisation, mais il y a aussi une forme tout à fait troublante de bureaucratisation issue par le bas. Si la bureaucratie est un phénomène social totalisant, alors ça veut dire qu'il faut comprendre qu'elle puise ses racines dans des phénomènes profonds, qui sont ceux de la division du travail, la séparation des tâches manuelles et intellectuelles, qui passent aussi par la spécialisation et la professionnalisation du pouvoir, sujet ô combien d'actualité, dont la gauche radicale pourrait peut-être aussi un jour crever en France. Elle passe aussi par les processus d'aliénation au travail et dans la vie quotidienne. Bref, pour lutter contre la bureaucratie, on est tout de suite amené à discuter de projets de société avec tous ceux qui le souhaitent. Dans la gauche radicale, on pourrait peut-être espérer, soyons dingues, qu'on discute d'ailleurs peut-être plus des questions stratégiques que des questions à court terme. Peut-être que ça nous ferait du bien après tout. Pour terminer, je voudrais citer un camarade qui nous manque cruellement, et que vous connaissez en plus localement, particulièrement, Daniel Ben Saïd, qui moi m'a personnellement et individuellement motivé pour écrire ce livre, puisque Daniel, à l'époque, à l'occasion du livre dont je vous ai parlé, Le livre noir du communisme, fait partie de ces rares intellectuels qui ont osé prendre la plume et faire des réunions publiques pour aller complètement à contre-courant à travers un texte que vous pouvez consulter qui s'appelle « Communisme contre stalinisme ». Et Daniel, moi à l'époque, parce que mon entrée en matière c'était plus la Commune de Paris, de chez Guevara, j'en sais rien, il m'a donné à l'époque la fierté de me revendiquer de ce mot, dont je suis toujours fier de me revendiquer devant vous, c'est-à-dire le mot communiste. Dans le cas de Daniel, c'était un communisme joyeux, hérétique, clairement autogestionnaire, mais le mot communiste quand même. Et donc je voudrais terminer en le citant. Daniel disait la chose suivante, à l'occasion, donc en 1997 déjà. « S'il n'y a pas de jugement dernier en histoire, il importe que soit tracé pas à pas, devant chaque grand choix, chaque grande bifurcation, la piste d'une autre histoire possible. C'est ce qui préserve l'intelligibilité du passé et nous permet d'en tirer les leçons pour l'avenir. Ce qui en 10 jours a ébranlé le monde ne saurait être effacé, jamais. Dépositaire et responsable d'un héritage que le conformisme ambiant menace, nous avons la charge de susciter les circonstances où il pourra être mis en mémoire. Pour ma part, c'est toujours d'actualité. Je vous remercie.